Imaginez un jeu vidéo, où détruire un char ennemi n'est pas seulement une question d'avantage tactique, cela vaut 40 points. Détruisez un système de roquettes mobile, et ça vous rapportera 50 points. Chaque soldat ennemi éliminé vous rapporte 6 points sur le compte de monnaie du jeu de votre unité, que vous pourrez ensuite dépenser pour améliorer l'équipement, et refaire le plein. Maintenant, imaginez que ce n'est pas un jeu, mais la vraie vie. C'est l'approche ludifiée de l'Ukraine pour la guerre par drone. Chaque escouade de drones militaires marque littéralement des points pour chaque élimination, et les utilise pour acheter l'équipement exact dont elle a besoin pour son espace de combat spécifique. Même si cela peut sembler absurde et macabre, c'est en réalité l'une des adaptations militaires les plus innovantes de l'Ukraine, face à l'avancée pratiquement incessante de la Russie au cours des 40 derniers mois de guerre. Et cela fonctionne avec une efficacité surprenante. Alors, voyons comment l'Ukraine est passée de drones de combat pratiquement négligeables à leur utilisation pour encourager ses troupes à battre des records. Mikhail Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, a lancé ce qu'il appelle le programme de primes de l'armée des drones, un système qui attribue des valeurs de points spécifiques à différents types de destruction confirmées sur le champ de bataille. Ce ne sont pas des chiffres arbitraires, mais des incitations soigneusement calibrées, consultées pour orienter les ressources limitées en drones de l'Ukraine exactement là où elles auront le plus grand impact. Le système de points est remarquablement simple. 6 points pour éliminer un soldat ennemi, 20 points pour endommager un char, 40 points pour détruire un char, jusqu'à 50 points pour détruire un système de lance-roquettes mobile, selon le calibre. Ce qui rend le système particulièrement ingénieux, c'est sa flexibilité, comme l'a expliqué Fyodorov lui-même. Par exemple, nous avons augmenté le nombre de points pour l'élimination de l'infanterie de 2 à 6, et cela a doublé le nombre d'ennemis éliminés en un mois. Réfléchissez aux implications de cette déclaration. En ajustant simplement la valeur en points des différentes cibles, la direction ukrainienne peut efficacement rediriger l'attention de ses opérateurs de drones vers la menace la plus pressante à tout moment. Le long de la ligne de front de 600 miles. Un secteur subit-il de lourds tirs de lance-roquettes multiples. Augmenter les points pour la destruction des systèmes de roquettes. Besoin de freiner une attaque d'infanterie. Augmenter la valeur d'élimination de l'infanterie. Le système de gamification crée un régime de ciblage réactif qui s'adapte efficacement aux conditions du champ de bataille en quasi-temps réel, sans nécessité d'ordre direct de la hiérarchie. Tout. La prise de décision se fait périodiquement et peut être appliquée immédiatement, ainsi qu'à l'ensemble de la force opérationnelle de drones. Là où le système devient véritablement révolutionnaire, c'est dans ce qui se passe après que les unités aient accumulé ces points, plutôt que de simplement créer un classement pour se vanter. L'Ukraine a intégré le système de points à une place de marché en ligne appelée Brave One, créant essentiellement ce que les responsables ukrainiens ont décrit comme un Amazon pour l'armée. Grâce à cette place de marché numérique, les unités convertissent directement les points gagnés au combat en nouvel équipement. La sélection est impressionnante, et comprend des articles tels que différents types de drones, des systèmes de guerre électronique, des modules d'intelligence artificielle des pièces détachées, et d'autres équipements spécialisés. Bien sûr, pour les équipes d'opérateurs de drones, les drones et les systèmes de soutien seront probablement au centre de l'attention. Ainsi, le célèbre drone vampire coûte 43 points. Le prix relativement bas signifie qu'une seule unité pourrait gagner assez de points pour en obtenir un nouveau, en détruisant un système de roquettes mobiles et en éliminant seulement un soldat ennemi. Le marché, combiné au système d'incitation, crée essentiellement une boucle de rétroaction positive. Lorsqu'une unité détruit un ennemi et vérifie la mise à mort grâce à des images de drones ou de caméras en première personne, elle obtient des points. Avec ces points, ils peuvent acheter plus de drones, qui peuvent être utilisés pour obtenir plus de mises à mort, gagner plus de points, et ainsi de suite. Ce qui rend cette approche de marché vraiment significative, c'est la façon dont elle contourne la bureaucratie traditionnelle de l'approvisionnement militaire. Au lieu que l'attribution du matériel soit décidée de manière centrale et distribuée de façon égale ou inégale sur le front, les unités les plus efficaces reçoivent naturellement plus d'équipements, qu'elles peuvent en choisir en fonction de leurs besoins tactiques spécifiques. Cela leur permet d'améliorer encore davantage leur taux de réussite, ou de se spécialiser pour une gamme spécifique de cibles ou d'opérations, ce qui les rendrait théoriquement encore plus efficaces sur le long terme. Certaines unités peuvent opérer dans des zones où les opérations nocturnes sont cruciales. Elles pourraient donc privilégier les drones équipés de caméras thermiques. D'autres pourraient faire face à une guerre électronique russe dense et nécessiter un équipement spécialisé de contre-guerre électronique. Le système Brave One permet que ces décisions soient prises au niveau le plus bas possible, directement par les opérateurs eux-mêmes. Prenons l'exemple de l'une des unités d'élite de drones ukrainiennes, les célèbres oiseaux de Magyar. Selon les rapports, cette seule unité a accumulé plus de 16 298 points, suffisamment pour acheter 500 drones First Person View de jour, 500 drones capables d'opérer la nuit, 100 drones vampires et 40 drones de reconnaissance.
Selon les estimations de Fedorov concernant le système de points à l'époque, c'était à la fin du mois d'avril. C'est un arsenal parfaitement adapté aux besoins opérationnels de l'unité, livré aux groupes qui ont prouvé qu'ils pouvaient l'utiliser efficacement. Avec ces deux systèmes en place, les unités disposent de plusieurs options lorsqu'il s'agit de mener des opérations offensives ou défensives. Si les opérateurs de l'unité sont de haut niveau, ils pourraient devenir autonomes pour remplacer les drones perdus lors des missions, tout en leur permettant de faire le plein d'améliorations de leur choix. Certains opérateurs de drones pourraient opter pour des tactiques audacieuses, en utilisant les drones uniquement pour cibler des objectifs à fort rendement, afin d'optimiser le nombre de drones utilisés à un moment donné, et de maximiser les gains potentiels. A l'inverse, certaines unités pourraient choisir l'approche opposée, en visant des cibles à faible valeur pour obtenir un flux régulier de points, et qu'avec un peu de chance, obtenir l'équipement tant attendu pour élargir leurs horizons. Mais ceci n'est que la partie visible du système, l'arrière-plan étant le programme de drones de l'Ukraine, qui produit des drones depuis des années. Cela est dû à une chaîne d'approvisionnement diversifiée qui combine la production nationale, les dons internationaux et les achats commerciaux sur étagère. Et l'industrie nationale en particulier est pratiquement née de rien. Ivan Avreliuk, premier vice-ministre de la Défense, a déclaré dans une interview que l'Ukraine a réussi à produire plus de 200 000 drones par mois, avec pour objectif de fabriquer entre 2 500 000 et 3 millions d'unités tout au long de l'année 2025. Alors que la plupart sont de simples drones kamikaze first person view, ou à vue à la première personne, l'Ukraine a développé des modèles de plus en plus sophistiqués, notamment le drone Vampire et le drone bombardier Baba Yaga, capables de transporter des charges plus lourdes. Ce rythme de production représente une augmentation de 10 fois par rapport aux estimations du début de l'année 2024, qui suggéraient à peine 20 000 drones produits par mois. Des entreprises ukrainiennes comme Escadron, UA Dynamics et UK Air Spec Systems sont passées de petits ateliers à des opérations de fabrication d'envergure. Par exemple, parmi ces trois entreprises, seule UK Air Spec Systems existait avant 2022, et même celle-ci n'a été fondée qu'en 2014. La même année où la Russie a annexé la Crimée et a effectivement transformé le conflit russo-ukrainien en quelque chose qui ressemblait à une guerre froide à petite échelle. Et il y avait beaucoup d'autres entreprises similaires qui existaient à une si petite échelle. Elles n'étaient que des notes de bas de page dans l'industrie des drones avant la guerre, ou bien elles ont simplement été créées directement à cause de celle-ci. Et même dans ce cas, l'Ukraine reçoit également un soutien vital de la part des alliés de l'OTAN dans le domaine des drones. Les États-Unis ont fourni des centaines de munitions rôdeuses, Switchblade, et des drones Phoenix Ghost développés spécifiquement pour les besoins de l'Ukraine. Les partenaires européens ont contribué avec divers systèmes, la Pologne s'imposant comme un centre de production majeur pour les drones, allant directement de la chaîne de fabrication à l'Ukraine. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est la façon dont la technologie commerciale a été adaptée. Des drones grand public standards de sociétés comme DJI ont été modifiés pour des applications militaires, tandis que l'impression 3D permet le prototypage rapide et la production de pièces sur mesure. Cette combinaison de la technologie commerciale avec des applications militaires a créé un programme de drones particulièrement accessible. La place de marché Brave One réunit toutes ces sources, permettant aux unités de choisir exactement ce qui convient le mieux à leur environnement opérationnel. Fait important, la place de marché comprend un système d'évaluation où les opérateurs peuvent annoter l'équipement en fonction de ses performances réelles sur le champ de bataille. Cela crée une boucle de rétroaction qui identifie rapidement les systèmes les plus efficaces et élimine ceux qui sont moins performants. Selon le rapport de presse de Politico, les soldats pourront également laisser des avis sur le site pour guider les achats futurs. Cela peut sembler être un détail mineur, mais cela représente un changement fondamental dans l'approvisionnement militaire. Cela permet aux opérateurs en première ligne d'influencer directement le choix de l'équipement, au lieu que les décisions soient prises par des responsables des achats éloignés. Cette démocratisation des opérations de drones est pratiquement l'exact opposé de la doctrine militaire hautement centralisée de la Russie, ce qui peut expliquer pourquoi l'Ukraine a choisi cette voie dès le départ. Mais pourquoi l'Ukraine a-t-elle autant investi dans cet écosystème de drones et annoncé son succès au monde à chaque occasion ? La réponse réside dans des mathématiques simples. L'Ukraine ne peut pas égaler l'avantage numérique de la Russie en force conventionnelle. Avec une population inférieure à un tiers de celle de la Russie, 40 millions contre 140 millions, l'Ukraine a été confrontée à un désavantage inhérent en termes de main-d'œuvre dès le premier jour. Un récent reportage du Kyiv Independent met en lumière la course désespérée pour former davantage de soldats, alors que l'Ukraine peine à maintenir des effectifs suffisants face à l'armée russe, bien plus nombreuse. Lorsque la Russie a lancé l'invasion, elle comptait environ 900 000 soldats actifs, militaires et paramilitaires déployés à travers le pays, dont environ 300 000 près des frontières de l'Ukraine. En comparaison, l'Ukraine disposait d'environ 150 000 soldats actifs pour la défendre. 3 ans après le début de la guerre, on comptait plus de 100 000 morts confirmés parmi les soldats russes, et environ 980 000 pertes au total. Et pourtant,
Les forces actives de la Russie seraient comprises entre 1 200 000 et 1 500 000. 600 000 d'entre elles auraient été déployées en Ukraine. D'un autre côté, le nombre de soldats actifs de l'Ukraine a grimpé en flèche pour atteindre environ 900 000, selon une déclaration de Zelensky en janvier 2025. La capacité de la Russie à mobiliser continuellement de nouvelles troupes, même si elles sont mal entraînées, crée une pression que l'Ukraine ne peut pas contrer par des moyens conventionnels. Cela est démontré par les différentes approches utilisées par les pays pour la conscription. L'Ukraine a été contrainte d'élargir considérablement l'effort de conscription, en promulguant une loi martiale qui lui permettait de mobiliser toute personne âgée de 18 à 60 ans pour le service. En revanche, tout ce que la Russie a eu à faire, c'est de relever l'âge maximum de la conscription de 27 à 30 ans. Cela a abouti à une estimation pour 2025 de 160 000 nouveaux conscrits pour l'armée russe, ce qui ne représentait qu'une fraction de la population disponible dont le pays pouvait disposer. La disparité en matière d'équipement suit des schémas similaires. Malgré une aide militaire occidentale substantielle, l'Ukraine ne peut pas égaler la capacité de la Russie à produire des obus d'artillerie, des chars et des véhicules blindés à grande échelle. En fait, on estime que la Russie produit plus de munitions d'artillerie que l'ensemble de l'OTAN, et cela sans compter les obus que la Corée du Nord exporte également vers la Russie. Le pays a également réussi à reconstituer une grande partie de ses pertes en remettant en service du matériel de l'époque soviétique qui était entreposé. L'un des développements clés ici est l'utilisation par la Russie de bombes planantes. Le pays s'appuie sur son vaste stock de bombes aériennes hautement explosives, acronyme russe, pour bombes aériennes hautement explosives de l'époque soviétique, qui sont des bombes non guidées, déployées à l'aide de bombardiers traditionnels. Ensuite, le pays équipe ses bombes de kits de guidage et d'aérodynamisme qui coûtent environ 20 à 30 000 $. Et il peut en produire plus de 100 par jour, avec une estimation d'environ 22 000 par an. La seule évaluation des stocks de la Russie jusqu'à présent est immense, et des rapports de 2024 suggèrent que le pays produit même en masse des bombes à plus haut rendement. À ce jour, avec le légendaire bombe aérienne hautement explosive, 3000, avec 6000 livres d'explosifs, il est produit à une échelle plus grande qu'auparavant. Mais même le bombe aérienne hautement explosive, 500, qui contient environ 1100 livres d'explosifs, peut être mortel. Et il a également été suggéré que ce modèle a été produit en masse, et ce n'est pas seulement dans les munitions à longue portée et jetables que la Russie a un avantage. Les estimations d'avant-guerre suggèrent que la Russie disposait d'environ 12 000 chars. Le ministère de la Défense ukrainien affirme avoir détruit ou endommagé 10 800 chars au cours de la guerre. Et pourtant, la Russie ne semble pas près de manquer de chars, même s'il y a des rapports constants de chars touchés chaque jour. Dans ce contexte, le programme de drones de l'Ukraine représente une réponse asymétrique classique, utilisant l'avantage technologique pour compenser l'infériorité numérique. Un seul opérateur avec un drone first-person view coûtant quelques centaines de dollars peut détruire un char russe valant des millions. L'économie, à elle seule, joue massivement en faveur de l'Ukraine. Le système de gamification renforce cet avantage en s'assurant que les drones vont aux unités qui peuvent les utiliser le plus efficacement, plutôt que de répartir les ressources limitées de manière égale sur l'ensemble du front, ce qui signifierait inévitablement qu'elles seraient sous-utilisées à certains endroits. Le système de points crée une méritocratie naturelle qui maximise l'impact. Selon le rapport de Politico, environ 90% des unités de drones sont marquées des points grâce à ce système, ce qui montre une adoption généralisée. Plus impressionnant encore, les unités enregistrent tellement de frappes que le gouvernement a dû réorganiser la logistique pour fournir de nouveaux drones aux unités les plus performantes, assez rapidement pour répondre à la demande. Par conséquent, l'objectif actuel est de livrer le nouvel équipement dans la semaine suivant son achat via le système Point. Et l'impact stratégique du programme de drones de l'Ukraine va bien au-delà des victoires tactiques. En adoptant cette technologie à grande échelle, l'Ukraine a fondamentalement changé la nature du conflit à plusieurs égards. Premièrement, les drones ont effacé l'avantage traditionnel de la Russie en matière d'artillerie. Là où les forces russes pouvaient auparavant bombarder les positions ukrainiennes depuis une relative sécurité, la surveillance par drone rend désormais ces positions d'artillerie vulnérables aux tirs de riposte ou aux attaques directes de drones. Cela a forcé l'artillerie russe à opérer à de plus grandes distances, réduisant ainsi leur précision et leur efficacité, gaspillant de fait le potentiel de production de 3 millions d'obus du pays. Deuxièmement, les drones ont considérablement augmenté le coût des opérations offensives pour la Russie. Même les avancées entièrement blindées font désormais face à une menace constante venant du ciel. Aucun char russe n'étant épargné par les drones qui larguent des munitions sur la partie supérieure, moins blindée, des chars. L'une des tentatives les plus courantes pour contrer cette tactique a été de souder des cages et des boucliers métalliques sur les chars. Mais cela s'est révélé en grande partie inefficace, tout en réduisant également la mobilité. Troisièmement, le programme de drones de l'Ukraine a créé un niveau de transparence sur le champ de bataille sans précédent.
Chaque frappe réussie doit être documentée par une preuve vidéo pour être prise en compte et obtenir des points, ce qui crée une immense base de données d'évaluation confirmée des dégâts de combat. Ces informations alimentent le système de connaissance de la situation Delta de l'Ukraine, donnant aux commandants des renseignements en temps réel sur les pertes et les positions russes. Les statistiques concernant le programme de drones de l'Ukraine sont stupéfiantes. Bien que les chiffres exacts restent classifiés, des responsables ukrainiens ont affirmé que leurs forces mènent des centaines de frappes de drones chaque jour. Les taux de réussite varient selon le type de drone, mais on estime que les drones First Person View ont un taux de réussite inférieur à 50%. Malgré cela, ils ont représenté environ 65% des chars détruits tout au long du conflit, ce qui indique l'absolue nécessité de ce système. Le taux de réussite inférieur à 50% est un point particulièrement sensible pour les opérateurs ukrainiens. Les statistiques publiées par les oiseaux de Magyar indiquent qu'il faut entre 2,2 et 7,1 sorties pour détruire une cible, le chiffre le plus élevé correspondant à une structure ou à un véhicule lourdement blindé. Beaucoup de drones qui échouent finissent par être victimes de la guerre électronique russe ou de simples pannes mécaniques. Cependant, l'économie reste favorable, même si 3 ou 4 drones sont perdus pour chaque frappe réussie. Le rapport coût-efficacité reste largement en faveur de l'Ukraine lorsqu'il s'agit de cibler des équipements russes de grande valeur. Si l'impact direct sur les forces russes est le bénéfice le plus évident du système ukrainien, il existe plusieurs avantages moins visibles, qui pourraient s'avérer tout aussi importants à long terme. Le premier avantage concerne le moral. En créant des indicateurs de réussite tangibles et mesurables, le système de points donne aux opérateurs ukrainiens un sentiment de progrès, qui serait autrement difficile à percevoir dans une guerre d'usure acharnée. L'élément de compétition entre les unités stimule la performance tout en créant un sentiment de responsabilité chez les opérateurs. Le deuxième avantage est l'identification rapide des talents. Le système de points révèle rapidement quels opérateurs et quelles unités font preuve des plus grandes compétences, permettant à l'Ukraine d'identifier les talents des naturels. Ces personnes peuvent ensuite former les autres, ou être affectées aux opérations les plus critiques. Troisièmement, il y a la collecte sans précédent de données sur le champ de bataille, car chaque frappe rapportant des points doit être documentée par une preuve vidéo. L'Ukraine est en train de constituer ce qui pourrait être la base de données la plus complète sur les opérations de drones de combat de l'histoire militaire. Ces informations influenceront probablement la doctrine de la guerre des drones pour les décennies à venir. Enfin, le système crée une culture de l'innovation au niveau tactique. Lorsque les opérateurs savent que leurs idées et méthodes peuvent se traduire directement par des points et du matériel, ils ont toutes les raisons de développer de nouvelles tactiques et approches. Cette innovation ascendante a permis à plusieurs reprises aux forces ukrainiennes de garder une longueur d'avance sur les contre-mesures russes. A l'inverse, la gamification de la guerre soulève des questions éthiques évidentes, en attribuant des valeurs en points à des vies humaines, même s'il s'agit de combattants ennemis qui représentent une menace directe pour le pays. Le système peut sembler banaliser la dangerosité et la gravité inhérentes à la guerre. Certains critiques ont soutenu que de tels systèmes risquent de déshumaniser l'ennemi et de réduire potentiellement les barrières psychologiques à l'usage de la force létale. L'argument opposé à cette logique est que la guerre est, par nature, déshumanisante, et que le système ne fait que reconnaître la réalité selon laquelle certaines cibles ont une valeur stratégique plus grande que d'autres. Par exemple, certains pourraient se demander que si la Russie se souciait de ses soldats, elle n'aurait pas laissé la guerre continuer jusqu'à atteindre près d'1 million de pertes. Les valeurs en points reflètent la nécessité militaire, plutôt qu'un jugement sur la valeur humaine. De plus, le programme de drones pourrait réduire les pertes civiles par rapport à l'artillerie traditionnelle, ou aux frappes aériennes. La précision des frappes de drones, en particulier lorsqu'elles sont menées par des opérateurs expérimentés, permet un ciblage plus sélectif, qui minimise les dommages collatéraux. Ce qui semble clair, c'est que les systèmes de guerre ludifiés sont probablement là pour rester, quelles que soient les discussions éthiques. Les avantages tactiques et stratégiques qu'ils offrent sont tout simplement trop importants pour être ignorés, surtout pour des forces confrontées à un désavantage numérique comme l'Ukraine. Rappelez-vous, il suffit d'ajuster les points pour un seul type de cible pour voir les taux de réussite s'envoler en un mois. Et même si le système de gamification peut être controversé, il est fort probable que l'OTAN et le reste du monde en prennent bonne note. La combinaison de l'innovation technologique et de l'adaptation organisationnelle, représentée par le système de points et la place de marché Brave One, pourrait facilement être adoptée par les pays occidentaux et déployée selon les besoins. Car rien n'empêche l'Allemagne, la Pologne ou même les États-Unis de développer une technologie similaire. Après tout, l'OTAN soutient régulièrement l'Ukraine avec des drones depuis le début de la guerre, fournissant ainsi au pays un stock de base de drones militaires haute performance. Il ne s'agit pas non plus de modèles adaptés du commerce, à développer ou à intégrer sur le marché. Et pour l'OTAN, la guerre en Ukraine est en réalité un investissement dans son propre avenir. En concentrant ses forces sur l'armée d'un seul pays, l'OTAN peut diriger ses fonds directement pour contrer les ambitions de la Russie.
sans s'impliquer activement dans le conflit, ni risquer la vie de ses propres soldats dans le processus. De plus, l'OTAN peut tirer parti des technologies émergentes et des tactiques utilisées en Ukraine pour rénover ses propres modèles de défense nationale et ses complexes militaro-industriels. Cela est particulièrement facilité par le fait que l'Alliance se débarrasse commodément de son stock d'équipements du XXe siècle, dont beaucoup proviennent de l'Union soviétique elle-même ou des pays du pacte de Varsovie. D'autres systèmes, comme les F-16S donnés, étaient déjà proches de la mise hors service, ce qui a permis aux pays donateurs, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, de les radier alors qu'ils commandaient des alternatives modernes. Essentiellement, ce que l'OTAN a réussi à faire, c'est transformer l'Ukraine en un proxy territorial entre elle-même et la Russie. Quel que soit le résultat de la guerre, l'Alliance se retrouvera renforcée grâce à des politiques militaires tournées vers l'avenir. Mais pour revenir à l'Ukraine et à ses efforts actuels, la gamification n'est que la dernière d'une série de révisions doctrinales pour la guerre moderne. La guerre en Ukraine a jusqu'à présent montré que les avions de chasse et les chars ne sont peut-être plus les seuls critères déterminants pour comparer les forces armées. Et que les drones, l'intégration des technologies ainsi que les capacités de guerre électronique pourraient déterminer les vainqueurs des guerres futures. De plus, le champ de bataille axé sur la technologie pourrait reléguer complètement l'importance de l'infanterie au second plan. Comme en témoignent les pertes croissantes de la Russie. Malgré un avantage initial significatif, l'Ukraine se bat finalement pour sa propre existence. Et dans cette optique, tout avantage, aussi controversé, déshumanisant ou contraire aux systèmes établis soit-il, pourrait valoir la peine d'être poursuivi. Qu'en pensez-vous ? Quel est le but ultime de la gamification de la guerre avec les opérations de drones ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.